Sambre Invest. Alors, Charleroi Entreprendre a pour vocation d'être le guichet unique pour les entrepreneurs sur Charleroi Métropole, quelle que soit la maturité de cet entrepreneur. Donc, on couvre aussi bien l'étudiant entrepreneur que l'entreprise en devenir ou le néo-starter ou encore l'entreprise confirmée, avec la double mission, premièrement, d'orienter ces entrepreneurs, c'est-à-dire de les mettre en relation avec le bon partenaire privé ou public, mais aussi d'accompagner ces entrepreneurs dans la structuration et l'opérationnalisation de leurs projets. Alors, je parlais de ce rôle d'orientation. Il y a ici au sein de Charleroi Métropole une volonté forte de structurer la dynamique économique autour d'écosystèmes. Charleroi Entreprendre couvrant principalement l'écosystème généraliste, mais servant également de porte d'entrée vers les autres écosystèmes de la métropole, à savoir les biotech, le digital, l'advanced manufacturing, le créatif et le food. Alors, au-delà de cette logique d'écosystème, Charleroi Entreprendre se veut aussi être le lieu de convergence des acteurs majeurs et partenaires principaux actifs dans cette dynamique économique sur la métropole. Nous avons aujourd'hui Sambre Invest avec nous pour organiser cet événement, mais je pense également à YTech, je pense à la WEX, à la Soalfin ou encore au Forum. Côté accompagnement, je vous avais parlé que nous couvrions tous les stades de maturité de l'entrepreneur. Nous avons reflété ces différents stades à travers des parcours d'accompagnement dédiés, c'est-à-dire que nous avons en interne un Student Lab qui s'adresse aux étudiants, un programme START aux entrepreneurs en devenir ou néo-entrepreneurs et un programme GROW pour les entreprises confirmées. Programmes autour desquels nous faisons en fait graviter des services complémentaires, à savoir un espace de coworking, de travail partagé, mais également un pôle d'experts, experts en matière d'aide publique, prime à l'invest et prime à l'emploi principalement, en matière transfrontalière et en matière d'économie circulaire. Alors, je vous parlais de cet accompagnement. Cet accompagnement chez Charleroi Entreprendre est structuré en deux temps forts. Une première phase où nous nous efforçons en fait de valider ensemble avec vous le potentiel de votre projet, c'est-à-dire de s'assurer que toutes les pièces de ce que vous avez imaginé forment un tout cohérent. Et nous passons alors ensuite à une deuxième phase qui vise là à opérationnaliser ce projet afin de le rendre concret et vous permettre de le déployer de la façon la plus efficace possible. Alors, assez parlé de Charleroi Entreprendre, je vous invite évidemment à reprendre contact avec nous après cette session si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des idées de projets, que ce soit le développement d'un nouveau service, d'un nouveau produit, l'envie d'aller pénétrer de nouveaux marchés, de refondre votre business model ou encore d'aller à l'externalisation. Et je vais passer maintenant la parole à Olivier de chez Sambre Invest. Merci Maxime. Je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, Sambre Invest, donc, comme vous le savez certainement, donc, Sambre Invest est un investisseur privé-public dont la mission est de développer le tissu économique de la région de Charleroi. Donc, 4 pôles ont été créés, donc vraiment 4 focus pour le fonds. Donc, il y a la première partie qui est le pôle généraliste, donc il y a le pôle historique de l'activité de Sambre Invest, qui représente aujourd'hui près de 50% de l'activité d'investissement de Sambre Invest. Ensuite, nous avons les biotech, qui est un pôle qui a été développé il y a maintenant pas mal d'années et qui donc est assez mature. On retrouve notamment le bioparc sur lequel on va retrouver beaucoup de biotech. Ensuite, on a le pôle digital, donc qui est plus récent, sur lequel on a vraiment mis un focus ces 3 dernières années. Et aujourd'hui, il représente 11% du portefeuille d'investissement. Et un pôle plus récent, le pôle engineering et environnement, qui a été développé il y a plus ou moins une bonne année. Au sein de l'activité donc de ces différents pôles, on a évidemment une activité de financement, mais on s'implique également dans le processus de croissance des entreprises, donc qu'on accompagne pour permettre aux entreprises de grandir et évidemment de dérisquer nos investissements. On travaille également sur la structuration et le développement d'écosystèmes. Donc, on a créé un écosystème pour chacun des pôles et on va vraiment, à ce moment-là, on va financer plutôt des projets structurants comme l'immobilier. Donc, on a Assiska, on a CoStation dans le centre de Charleroi.
où Sambre Invest participe au financement pour permettre aux différents pôles et aux différents donc, écosystèmes d'avoir un environnement immobilier qui permet d'accueillir les entreprises. Et alors, on a en troisième lieu, donc on a une activité de fonds, donc c'est-à-dire qu'on investit dans des fonds qui nous permettent d'avoir donc du sourcing et également d'avoir pas mal de learnings au niveau de la façon de gérer nos investissements, et on peut structurer des deals ensemble pour permettre aux entrepreneurs de closer leur tour de table. Donc aujourd'hui, ici, je vais plus parler spécifiquement du pôle digital. Donc on a près de 40 participations qui représentent un encours de 18 millions d'euros. On a des startups, mais également des scale-up, comme par exemple Sortlist, que vous connaissez certainement, Urbans, Emasphere, Let's Build, Wopinum. On est dans différents secteurs, donc PropTech avec Let's Build, Cabendi. On travaille aussi sur tout ce qui est logistique, livraison avec Urbans et Shipper. Et alors, on a pas mal de marketplaces en portefeuille comme Sortlist et Utopix et Bicit au niveau du B2C. Il y a également beaucoup de modèles, business models dans nos startups sont basés sur du SaaS qui permet d'avoir des revenus prédictifs. Au niveau donc Sambre se positionne à chaque étape du financement pour une entreprise. Donc, on a un fonds précis qui est Digital Attraction. Le fonds Digital Attraction a été créé par Sambre Invest, par IMBC et par WAP Invest, et donc finance les entreprises qui sont au tout début, donc vraiment au moment de l'idée, donc du MVP jusqu'aux entreprises qui commencent à avoir un petit peu de traction. Ensuite, l'idée par rapport à ça, c'est quand une entreprise se développe bien et donc elle arrive à faire un vrai tour de table avec des investisseurs, à ce moment-là, un des investisseurs, donc que ce soit IMBC, WAP Invest ou Sambre Invest, reprend le prêt converti qui est octroyé par Digital Attraction et structure un vrai tour de table avec d'autres investisseurs privés. Donc, on est également, comme je disais tout à l'heure, on est présent dans différents fonds. Ces différents fonds couvrent plusieurs parties, plusieurs étapes de financement d'entreprise. Donc, on est au comité de sélection, par exemple, de B-Angels. On est aussi au comité d'investissement de Seeder Fund, de Scale Fund ou d'Inventures. Et donc là, ça nous permet, d'avoir du sourcing, mais également de structurer des deals, comme je disais précédemment. Les deux outils de financement proposés par Sambre Invest dans le cadre du pôle digital sont les prêts convertibles et l'investissement en capital. Et donc, on fait des investissements entre 150 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros. On a également développé des partenariats au niveau financier. Donc, on a les acteurs privés, comme je viens de l'expliquer. Donc, on a investi dans différents fonds. On a des acteurs publics comme Digital Attraction, SFPI ou la SRIW, et des acteurs publics non dilutifs, la Novalia ou Sofinex, donc ce qui permet de faire un effet de levier lorsque l'on finance une entreprise, Au niveau des banques, donc on a développé également des partenariats. Donc ça, c'est toujours pour travailler sur cet effet de levier, d'être capable, voilà, la capacité de structurer des deals complets avec les entrepreneurs. Au niveau, on a aussi développé toute une série de partenaires avec des experts de différents domaines ou des solutions qui vont permettre à l'entreprise de croître plus rapidement. Donc, on a des partenaires avec HubSpot, qui a un CRM vraiment orienté CC marketing, ou alors un partenaire avec Brightbees, qui est une société qui va former les commerciaux, ou Freemium, qui sur place des méthodes, ou des outils comme Prospect.io, qui est d'ailleurs une des boîtes financées par Sambre Invest. On travaille au niveau des subsides, donc là, avec Charleroi Entreprendre, ou qui va plus sur des subsides de type DGO6. Et alors, au niveau de la production, on a des partenariats avec AWS, donc pour tout ce qui est serveur, avec UX, avec des experts en Scrum. Et donc, ça nous permet de placer des experts dans les entreprises en fonction de leurs besoins. Et de scaler plus rapidement. Au niveau de l'écosystème, donc, il y a un écosystème créatif digital qui continue à… donc, on est partie immobilière avec CoStation, qui est située au centre de Charleroi, tout près de la gare, qui aujourd'hui représente une surface de 2000 m². On va donc, en 2022, on a un nouveau bâtiment qui va être aménagé, qui représente plus de 5000 m². On va vraiment créer un environnement qui va permettre aux startups de grandir plus vite et surtout de communiquer entre elles pour s'échanger les bonnes pratiques. On a également toute une partie où Sambre Invest a vraiment investi également et a aidé à l'émergence de E6K, qui est donc un ensemble de formations, car la formation est clairement extrêmement importante au niveau digital pour pouvoir développer ce type d'activité au sein de la région de Charleroi.
Donc, on a aussi le hub créatif, donc on travaille plus en amont sur les projets plus créatifs. Alors, on a historiquement des entreprises comme Dupuis qui sont présentes à Charleroi, et on a ramené donc des sociétés qui ont été développées en coopération avec eux, avec Dreamwall ou Keywall. Voilà, donc si vous avez des questions, vous avez un super projet, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées ici. Et voilà, donc je suis disponible pour la suite quand on passe au Q&A, et je laisse la parole à Adrien pour nous présenter ces slides. Merci. Voilà, merci Olivier. Bonjour à tout le monde. Merci encore à Sandra Invest et Charleroi Entreprendre de nous recevoir aujourd'hui. Alors, je vais tenter de partager mes slides. Voilà. Voilà, je pense que vous les voyez bien. Oui, tout à fait, on voit très bien, Adrien. Voilà, parfait. Voilà, alors encore une fois, merci à tout le monde d'être venu. Donc, un petit mot de présentation. Effectivement, moi, je m'appelle Adrien Félix, je suis avocat, je travaille chez donc, EY Law, qui sont les avocats affiliés à Ernst & Young, que vous connaissez déjà certainement, puisque c'est un Big Four, et nous travaillons dans les fusions-acquisitions. Alors, pour la petite histoire, moi, je viens également de Charleroi, puisque j'ai fait mes études secondaires à Charleroi, mais je viens de Châtelet à la base, donc je suis vraiment du coin, même si je travaille maintenant à Bruxelles. Alors, nous allons aujourd'hui parler de term sheet. Donc en fait, la term sheet, pour faire très court, c'est un avant-contrat. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est la suivante. Félicitations, vous avez un investisseur qui s'intéresse à votre projet, donc vous êtes naturellement très content. Il vous propose un montant qui correspond tout à fait à vos ambitions. Donc vous êtes ravi et cet investisseur vous dit, voilà, nous allons à terme conclure un contrat d'investissement, un pacte d'actionnaires, et nous allons négocier. Mais avant cela, nous allons conclure un avant-contrat, une term sheet, c'est un document, pas très long, il fait 4-5 pages et qui contient toute une série de clauses. Vous avez le document sous les yeux et vous voyez naturellement le montant que vous souhaitez obtenir. Et vous êtes ravi. Mais il y a les autres clauses. Et ces clauses peuvent être techniques. Alors, la question naturellement qu'on peut vous poser, c'est est-ce que vous signez? Et bien, comme toujours, c'est dangereux de signer quelque chose quand on n'est pas tout à fait bien sûr de comprendre le contenu du document. Et c'est particulièrement le cas d'une term sheet. Pourquoi? Parce que c'est un document très court, mais qui contient en germe des clauses qui vont se retrouver de façon beaucoup plus extensive dans le document final. Et certaines peuvent être juridiquement piégeuses. Et donc, c'est la raison pour laquelle on propose de faire cette présentation aujourd'hui. Parce que nous avons ici de notre côté, en ce moment d'ailleurs, surtout du côté néerlandophone de la Belgique, une clientèle de start-up qui sont des gens qui ont des concepts très intéressants et qui veulent obtenir du financement et qui naturellement cherchent une forme de coaching à ce sujet. Donc pour la présentation d'ailleurs à ce sujet, c'est moi qui vais la faire, mais je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné du côté francophone ici avec ma collègue Alban Chevalier et du côté néerlandophone de mon pendant qui est Ruben Schoenmakers, qui est présent à cette présentation également, qui est sur le call et qui lui s'occupe du côté néerlandophone. Voilà. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord, première question, qu'est-ce qu'une term sheet? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, en bon français, ça s'appelle un avant-contrat. C'est-à-dire que c'est un document qui contient en germe tous les éléments ou la plupart des éléments qui risquent de se retrouver dans le document final. Le document peut être contraignant ou non contraignant. C'est-à-dire que si jamais vous le signez, parfois, vous signez véritablement une sorte de petit contrat qu'il faudra mener à terme, ou au contraire, ce que vous avez, ce n'est simplement rien d'autre qu'un engagement à négocier de bonne foi avec un investisseur. Sachant que, naturellement, pour un investisseur, c'est probablement plus intéressant d'avoir un contrat qui est non contraignant. C'est-à-dire que si jamais la négociation ne lui plaît pas, ou si jamais il ne croit plus au projet, il peut se dégager sans plus de responsabilité. Le contenu peut varier, mais sachez naturellement que vous avez toute une série d'éléments essentiels, c'est-à-dire que ça va être par exemple le prix, le montant du financement, vous pouvez déjà avoir certaines étapes et donc qui doivent être réalisées pour l'obtention du financement et des conditions suspensives. Vous aurez aussi toujours généralement une clause de confidentialité qui, elle, a la particularité qu'elle reste contraignante même si la term sheet ne se réalise pas. C'est-à-dire naturellement, et ça c'est à votre profit, que le projet que vous dévoilez à l'investisseur reste tout à fait confidentiel. Enfin,
comme je l'ai déjà expliqué également, c'est un avant-contrat et le contrat final qui sera signé à la fin sera une convention d'investissement ou un pacte d'actionnaires, ou dans le cas des investissements plus importants, les deux. Alors, un petit mot d'abord sur donc un concept avec lequel vous êtes déjà certainement familier, parce que Olivier en a parlé, c'est-à-dire les tours d'investissement. Ce n'est pas un concept juridique, c'est un concept qui est forgé par la pratique, mais qui est important d'avoir en tête pour bien comprendre les différents mécanismes dont je vais parler plus tard. Donc, vous avez globalement plusieurs tours d'investissement qui vont correspondre au stade de développement de votre startup ou de votre projet et qui va naturellement attirer des profits différents en termes d'investissement. Vous avez d'abord le pre-seed, c'est-à-dire en général des investissements, voilà, ce n'est pas une règle d'or, mais qui est en dessous de 200 000 euros. Vous avez un concept et vous cherchez à créer un prototype et pour ce faire, vous avez besoin d'argent. Et en général, un pre-seed, ça peut être une institution universitaire ou un business angel, c'est-à-dire un entrepreneur à la retraite où vous avez la chance d'avoir un oncle fortuné qui a envie de vous prêter ou de vous donner 200 000 euros à investir dans votre projet. En général, dans ce cas-ci, c'est un processus qui peut aller plus vite et un investisseur qui va demander moins de sécurité, c'est-à-dire qu'il va poser moins de questions. Puis, vous avez les investissements seeds, en bon français, j'appelle ça des investissements d'amorçage, entre 200 000 et 100 000 euros. Vous avez un concept, il fonctionne, vous avez un prototype et maintenant, vous voulez le lancer sur le marché. Et enfin, vous avez les réels investissements, donc les investissements qui vont suivre plus tard au fur et à mesure de votre projet, les investissements de série A, série B, qui correspondent à des montants de 1 million et plus, et qui, eux, vont venir de fonds d'investissement, de sociétés d'investissement ou de sociétés qui font du capital risque. Voilà. Également, pour bien l'avoir en tête, on a fait une petite ligne du temps qui vous permet d'avoir à l'esprit exactement les différentes étapes de création de votre société, d'obtention du financement et de la signature des différents documents. Au début, vous êtes avec votre partenaire, votre autre fondateur, s'il y en a un, vous créez une société. Vous avez déjà à ce stade la possibilité de créer un premier pacte d'actionnaires. Alors, les pactes d'actionnaires, c'est un document qu'on peut voir à plusieurs sauces. Je vais en reparler plus tard parce que c'est un document qui est très important pour les investisseurs. Pour des raisons que j'expliquerai, c'est celui qui suit la term sheet. Il va protéger son investissement, il va lui donner voix au chapitre concernant la gestion de la société. Vous pouvez également en avoir un avec votre fondateur. Il peut être plus court, il peut être plus souple. Ça dépend du degré de confiance que vous avez avec la personne avec laquelle vous travaillez. Et il peut contenir toute une série de mécanismes comme des possibilités de sortie, des droits de tag-along ou de jog-along qui vous permettent déjà à ce stade d'éviter les situations de blocage. Donc, vous avez les premières discussions préliminaires avec votre investisseur qui va ensuite vous présenter une term sheet. Donc, vous allez négocier les principes clés. Vous allez signer la term sheet. Ensuite viendra le processus de négociation proprement dit, dans lequel il peut se passer beaucoup de choses. Peut-être que votre investisseur va vouloir réaliser une due diligence, il va vous poser beaucoup de questions, il va vouloir savoir de quoi ça parle, il va éventuellement constituer des holdings pour l'investissement. Et ensuite, au final, viendra naturellement la signature du Shareholders Agreement et de l'accord de souscription, qui sera suivi, enfin, du transfert des fonds et de la clôture du cycle d'investissement. Et après, vous aurez les fonds et là, vous serez libre de créer ou poursuivre votre projet. Alors, pour les besoins de la présentation, donc je vais rappeler un petit peu les principes de base. Ici, ce sera un petit peu notre exemple qui servira de base à la description de tous les concepts que j'examinerai plus tard. Donc, vous êtes naturellement deux fondateurs, vous créez une société 100 actions détenues à concurrence de 50 actions chacun pour un capital total de 100 000 euros. Chaque action a une valeur de 1 000 euros. Voilà, c'est votre situation de base, c'est le temps zéro. Vous n'êtes pas encore à l'investissement seed. Comme je l'ai expliqué, à ce moment-là, il peut déjà être intéressant de conclure un pacte d'actionnaires pour les raisons que j'ai indiquées. La première, naturellement, c'est d'éviter les situations de blocage. Ça peut arriver, on ne le souhaite pas. Mais si jamais vous ne vous entendez plus avec votre cofondateur, eh bien au moins vous avez toujours la possibilité de sortir ou de le faire sortir à travers des mécanismes que je vais réexaminer plus tard, mais qui sont bien présents. Et déjà à ce stade, vous pouvez y penser. Toujours garder à l'esprit néanmoins que ce pacte d'actionnaires conclu avec un fondateur pourra être remplacé sera en fait remplacé par le pacte d'actionnaires que vous conclurez avec l'investisseur. Temps 1.
Donc là, nous sommes naturellement 2 ans plus tard. Voilà, vous avez créé votre société, votre projet a du succès, vous avez déjà vendu. Donc maintenant, ce que vous voudriez, c'est pouvoir rendre votre concept market-proof. Et pour ça, vous avez besoin d'un investissement seed. Alors, vous avez une première évaluation qui se fait. C'est-à-dire que l'évaluation pre-money, c'est-à-dire avant l'investissement de votre société, a augmenté parce que votre société a de la valeur, votre concept a de la valeur, vous avez même peut-être déjà engrangé des bénéfices. Et pour le cas d'espèce, nous imaginons une évaluation de pre-money à 1 million. Donc, toujours réparti entre chaque investisseur qui détient 500 000, et vous avez votre fondateur, et puis vous avez votre investisseur qui arrive et qui lui propose 500 000 euros. Il injecte 500 000 euros dans la société. Naturellement, il obtient 50 actions pour un total de 150. Chaque partie détient 33% et vous avez une seconde évaluation de post-money à 1 500 000. Naturellement, déjà à ce stade, vous le voyez, ça inclut une dilution de la part des fondateurs, puisque chacun part de 50%, il n'obtient plus que 33%. Temps 2, donc là nous sommes encore 4 ans plus tard, votre concept fonctionne définitivement bien, vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, vous souhaitez améliorer, vous souhaitez reproduire plus, vous avez besoin d'un second round d'investissement. C'est là qu'intervient l'investisseur de série A, série B, même concept. Vous avez une évaluation initiale à 3 millions. Le second investisseur arrive, il vous propose 1 million, il obtient 50 actions, naturellement. C'est plus cher pour lui parce que la société a pris de la valeur. Et donc, pareillement, 200 actions, une seconde évaluation de 4 millions avec la valeur d'une action qui a augmenté, qui est à 20 000 euros par action. Encore une fois, c'est le cas de figure où le concept fonctionne bien. Alors ici, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'évaluation initiale de la société est importante pour les fondateurs qui sont déjà partis au capital. Pourquoi? Parce que le pourcentage de leurs droits dans la société sera naturellement calculé en fonction de cette évaluation initiale. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt du fondateur, au moment où il négocie le financement avec son investisseur, de dire que cette société vaut plus, parce que ça signifiera qu'il retiendra plus de valeur de la société. Dans le cas d'espèce, par exemple, si jamais vous négociez bien, que vous partez d'une situation où votre évaluation initiale est à 3 millions, alors que dans le cas précédent, elle était à 1,5 million, ça signifie naturellement que vous avez du succès d'une part, et d'autre part que même en injectant 1 million d'euros, le nouvel investisseur n'aura que 25% des droits de vote et des droits économiques dans la société. Ce qui est moins avantageux pour lui. C'est la raison pour laquelle l'investisseur a intérêt à, entre guillemets, diminuer la valeur de la société lors de son négociation. Et le fondateur, son intérêt est inverse et il veut avoir plus. Et vous verrez un concept qu'on explique à travers la présentation, c'est de dire que globalement, les term sheets, quand elles sont déposées par les investisseurs, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'elles sont rédigées en faveur des investisseurs. Et donc, en général, la diversité des clauses et des concepts juridiques que vous allez voir ne sont pas nécessairement toujours en faveur du fondateur. C'est pour ça qu'il faut bien les lire. D'ailleurs, nous rentrons ici dans le cœur du sujet. Comment un investisseur, qui dans le cas d'espèce a injecté quelques millions d'euros dans votre société, voudra protéger son investissement? Alors, il y a différentes manières. Je vais en parler ici brièvement. Il y en a certains sur lesquels je reviendrai plus en détail et d'autres que j'expliquerai plus succinctement. Mais globalement, on peut garder déjà à l'esprit que cette protection va passer par différents moyens. Le premier, c'est le financement. C'est dans l'intérêt de l'investisseur, par exemple, de sécuriser un investissement en jalon. Plutôt que de donner tout l'argent, en fait, à travers son term sheet ou son pacte d'actionnaires, il prévoit une série d'étapes qui devront être réalisées par la société. Par exemple, on peut imaginer un jalon qui est une première tranche d'investissement est libérée au signing, mais la seconde tranche ne sera libérée que lorsque le fondateur, la société, aura sécurisé 10 clients. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Beaucoup d'entre vous travaillent naturellement déjà dans le marché. Si jamais vous avez l'expérience dans le domaine, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire. Je suis sûr que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, la réalisation de jalons. Donc ici, l'exemple que je donne toujours, c'est 10 lettres d'intention signées par des clients qui garantissent donc une certaine sécurité au projet et donc l'investisseur a de la confiance et donc peut libérer les fonds supplémentaires. Second exemple, c'est naturellement, il se peut que le fondateur doive remettre un business plan qui permet à l'investisseur de préapprouver l'utilisation des fonds. Un exemple typique là aussi, c'est que l'investisseur décide que 20% des fonds libérés seront affectés au business development ou 20% seront affectés au marketing.
Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Enfin, le reporting financier. Les investisseurs vont vouloir avoir un feedback fréquent sur la santé financière de la société. C'est dans votre intérêt en tant que fondateur d'avoir un reporting financier, par exemple, qui soit annuel ou semestriel. Si jamais votre investisseur est exigeant, il peut en demander un trimestriel, voire mensuel, mais ça paraîtrait vraiment beaucoup. Autre exemple, économique celui-là, les actions préférentielles. Votre investisseur peut souhaiter être récompensé, entre guillemets, pour l'investissement qu'il octroie, et donc, par exemple, avoir une préférence sur les bonus de liquidation. Ça, j'y reviendrai. Parallèlement, il peut avoir des droits de vote préférentiels ou avoir la possibilité de bénéficier de warrants, de droits de souscription préférentiels, qui permettra de ne pas voir sa participation diluée, et donc de voir ses droits sur la société diminuer. Enfin, vous avez certains mécanismes qui sont bien connus, qui sont des mécanismes de gouvernance d'entreprise, qui peuvent basiquement amener un investisseur à exiger un siège au conseil d'administration de la société. Toute une série de clauses de protection diverses et variées sur les droits de propriété intellectuelle, c'est un exemple. Ou enfin, la question de la restriction de la transférabilité des actions. Et là, ce sont des clauses que j'expliquerai brièvement, que vous connaissez également. Il s'agit des droits de tag-along, drag-along ou des droits de préemption. Ces principes sont tous déjà inclus dans une term sheet. Alors, une term sheet, parlons de ça, à quoi cela ressemble? Alors, on nous a fait un tableau, parce que ça peut être sous la forme de tableau, et ceci montre en fait succinctement les différentes choses que vous pouvez vous attendre à voir dans une term sheet qu'un investisseur vous donnera. Vous avez naturellement la base, les parties, le montant du financement, la nature des contributions, le prix d'émission de chaque action. Des classes d'actions, naturellement. Si vous avez des classes d'investisseurs différents, ils peuvent réclamer des droits privilégiés à chaque action, donc ce qui conduira à l'émission de classes d'actions. Comme je l'ai dit déjà, la term sheet peut prévoir la réalisation d'étapes. Ça peut être différentes étapes, elle peut être réaliste, donc dans l'intérêt de tout le monde, des étapes qui déclenchent un second round d'investissement, ou alors, inversement, vous pouvez avoir la possibilité pour les fondateurs, donc pas les investisseurs, d'avoir des droits de souscription qui leur permet de récupérer une partie de leurs actions vendues au cas où la société fonctionne très bien. C'est très avantageux pour le fondateur, un petit peu idéaliste, dépendamment de votre pouvoir de négociation. Comme je l'ai dit déjà, le business plan et le contrôle sur l'utilisation des fonds, les dates, les droits de sortie préférentiels, qui sont essentiellement économiques, qui permettra à un investisseur de récupérer un multiple de son investissement initial, ça j'y reviendrai, diverses dispositions anti-dilution, comme des droits de souscription en cas d'augmentation du capital, des possibilités de sortie, c'est-à-dire que là, gardez à l'esprit qu'un investisseur, ça dépend des cas, mais un investisseur, s'il est professionnel, n'a peut-être pas d'intérêt de rester longtemps dans le capital de votre société. C'est-à-dire, lui, il s'engage par exemple pour 5 ans, et puis une fois que 5 ans sont passés, même si la société fonctionne bien, il veut pouvoir récupérer sa mise, et donc il veut pouvoir sortir. Et c'est là que les possibilités de sortie prévues dans la term sheet rentrent en jeu. La transférabilité des actions, un blocage au transfert, ça peut être uniquement pour les fondateurs, mais pour les investisseurs aussi, sauf transfert autorisé, drag-along, tag-along, j'y reviendrai. Des clauses qui prévoient des stipulations particulières par rapport à la gouvernance d'entreprise, des représentations et garanties, c'est-à-dire naturellement, c'est très standard, market practice, un set de garanties que vous allez octroyer sur le contenu de votre société, sur ce que vous faites, et qui risque d'engager votre responsabilité si elles sont fausses. C'est naturel, l'investisseur veut être sûr que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et que vous connaissez votre business. Diverses conditions suspensives qui peuvent conditionner l'octroi des fonds. Comme toujours, une clause de confidentialité. Et de façon très intéressante aussi, une clause d'exclusivité. C'est-à-dire, dans cette éventualité, vous avez l'obligation de ne pas chercher un investissement auprès d'un autre investisseur. La clause d'exclusivité est en faveur du fondateur et en fait, est en faveur des investisseurs et elle leur accorde le droit que le fondateur n'ira pas voir d'autres investisseurs, donc ça leur accorde une exclusivité. Elle sera limitée dans le temps. Ça, c'est en pratique le contenu des term sheets. Ce sont typiquement les clauses que vous pouvez vous attendre à voir dans tous les documents que les investisseurs vont vous remettre. Alors ici, je vais en détailler certaines à partir de maintenant. Celles qui sont en fait globalement les plus importantes, ce sont celles qu'on retrouve
dans beaucoup des documents remis par les investisseurs, également dans les pactes d'actionnaires. Et je les détaille ici en particulier. Pourquoi? Parce que ce sont des clauses qui risquent d'être un petit peu plus piégeuses. Encore une fois, elles peuvent être un market practice, c'est-à-dire que ce n'est en soi rien d'effrayant, mais un investisseur souhaitant protéger son investissement a plus son intérêt à cœur que celui des fondateurs. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, pour chaque personne qui présente un concept, de bien comprendre les tenants et aboutissants de chacune de ces clauses. La première a trait à la transférabilité des actions. Le but, naturellement, est pour l'investisseur d'être sûr que l'actionnariat ne changera pas pendant un certain temps et donc que le management de la société sera stable. Par exemple, on peut prévoir que personne ne pourra transférer ses actions, vendre des actions à des tiers pendant un maximum de 5 ans, hormis évidemment les personnes liées, c'est-à-dire les sociétés filiales, les gens avec qui ils travaillent. Mais globalement, les actions ne pourront pas être transférées. Accompagnent en général cette clause diverses clauses qui s'appliqueront au cas où les actions doivent être vendues. Alors la première, la plus facile, c'est le droit de préemption. Vous avez votre startup, 2 fondateurs, un investisseur. L'investisseur trouve un nouvel acheteur pour ses actions et il souhaite vendre. Mais les fondateurs ne veulent pas d'avoir une personne qu'ils ne connaissent pas au capital de leur société. Et donc, ils ont un droit. Ils ont un droit de préemption. Le droit de préemption leur permet de racheter à un prix qui est prédéterminé les actions qui sont détenues par l'investisseur avant qu'elles ne soient transférées au tiers. C'est un droit qui protège l'actionnariat existant et qui leur permet de garder le contrôle de la société. Celui-là est le plus facile et le plus courant. Ensuite, vous avez le droit de tag-along, c'est-à-dire un droit dans lequel c'est un concept différent. Un investisseur, cette fois-ci, trouve un acheteur pour ses actions, toujours, il souhaite vendre ses actions, mais le pacte d'actionnaires prévoit que les fondateurs ont le droit de vendre, en fait, de forcer l'acheteur à racheter également leurs actions. Ça peut être intéressant, dans l'éventualité où les fondateurs ne souhaitent pas rester au capital de la société, dans l'éventualité où l'investisseur, qui est un acteur important, part. Et dans ce cas-là, l'acheteur a l'obligation de racheter 100% du capital des actions, du capital de la société. Donc c'est assez lourd pour lui, c'est avantageux encore une fois pour l'actionnariat existant car ça le protège. Ici, c'est un mécanisme qu'on retrouve souvent dans les pactes d'actionnaires, néanmoins très important. C'est un mécanisme qui doit être publié dans les statuts pour être opposable au tiers. Dans l'éventualité inverse, naturellement, l'acheteur n'aura pas l'obligation de racheter les actions des fondateurs parce que simplement, il n'avait pas connaissance de ce droit de tag-along. Le dernier est celui qui est le plus piégeux. Pourquoi? Parce qu'il ne protège cette fois-ci non pas les actionnaires restant au capital, mais en fait l'actionnaire vendeur. C'est l'éventualité dans laquelle l'investisseur trouve un acheteur extérieur. Et plutôt que de laisser la possibilité aux fondateurs existants de racheter ces actions, en fait, il va les forcer à vendre. Donc ici, l'investisseur, par exemple, est intéressé de racheter l'intégralité du capital de la société. Et uniquement sur base de cet intérêt, les fondateurs, même s'ils ne sont pas consentants, ont l'obligation, en vertu du pacte d'actionnaires, de revendre leurs propres actions. Et donc, dans ce cas-ci, les fondateurs sont véritablement hackés du contrôle de leur société, puisqu'ils ne la posséderont plus. Pour passer au chapitre suivant, ici, vous avez des mécanismes particuliers de répartition des risques qui sont propres au financement échelonné. Donc ici, vous avez 2 choses particulières, les droits de liquidation préférentielle et les warrants anti-dilution. Alors, les droits de liquidation préférentielle, nous sommes ici dans l'éventualité où la société donc est, entre guillemets, liquidée. Alors, c'est liquidé dans un concept très large. Ça peut être une liquidation positive, la société vaut beaucoup d'argent et décide d'être vendue, ou négative, la société ne fonctionne pas bien, et donc elle doit être liquidée, vendue à vil prix, ou même carrément mise en faillite. Et donc, dans cette éventualité, l'investisseur peut réclamer dans le pacte d'actionnaires des clauses qui lui permettent d'obtenir un remboursement prioritaire, le cas échéant accompagné d'un multiple sur son investissement initial. Donc, comme je l'ai dit, les liquidations positives, ce n'est pas nécessairement un événement négatif. Dans ce cas-ci, c'est par exemple une initial public offering, donc dans l'éventualité où votre société va tellement bien qu'elle est cotée en bourse, ou éventuellement dans le cas de figure où également vous avez un acheteur qui est intéressé par racheter l'intégralité de la société à un très bon prix.
Donc, comme je l'ai dit, négatif, c'est dans l'éventualité où le prix est moindre. Alors, encore une fois, je repars du cas de base. Vous avez une start-up avec un investissement pré-money de 1 million. Voilà, j'ai un petit problème de slide. Donc, vous avez, c'est toujours le cas de figure où vous avez un seed investment de 500 000 euros avec un nouvel investisseur qui rentre au capital pour 500 000, qui négocie dans sa term sheet un droit de sortie préférentiel qui stipule qu'il recevra le montant initial de son investissement avec un multiple de x3. Ici, c'est particulièrement piégeux. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir ce droit de sortie préférentiel accompagné, comme je l'ai déjà présenté, d'un droit de drag-along. Donc, en fait, et là, c'est quelque chose sur lequel il est bon toujours d'attirer l'attention des fondateurs de start-up, c'est vous pouvez avoir un cas de figure où, quand les deux droits sont combinés, non seulement votre investisseur a la possibilité de vendre ses actions, mais de vendre vos actions à un prix qu'il aura lui-même déterminé. Et le cas échéant, grâce à son droit de sortie préférentiel et de son multiple, il pourra recouvrer en fait l'intégralité du prix d'achat en ne laissant quasiment rien au fondateur. Alors c'est un cas extrême que je détaille avec des chiffres ici, mais par exemple c'est une possibilité légale qui est offerte à l'investisseur dans l'éventualité où la term sheet contient ses droits. Donc voilà, je présente l'éventualité ici. Nous avons ici un arrangement moyen, donc vous avez votre entreprise, elle était évaluée initialement à 1,5 million d'euros, et vous avez un acquéreur qui est intéressé de l'acheter pour 3 millions d'euros, ce qui naturellement représente une prime qui devrait être partagée entre les actionnaires existants de la société de 1,5 million. Au total, 3 millions. Voilà. On imagine ici, c'est un cas de figure où l'arrangement est moyen. Donc la logique de la liquidation voudrait, comme on le voit, que chaque personne reçoive 33%. Ça, c'est la situation de base telle que prévue légalement. Néanmoins, ici, on pourrait avoir la possibilité où l'investisseur, comme je l'ai dit, a ce droit de sortie préférentiel. C'est-à-dire qu'il vend la société, les statuts prévoient qu'il recevra en fait un multiplicateur de x3, plus dans ce cas-ci un double dip. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que l'investisseur avait mis à la base 500 000 euros, il a le droit à 3 fois 500 000 euros, c'est-à-dire 1,5 million en priorité, auquel, grâce au double dip, s'ajoute le tiers de la somme restante, soit 500 000 étant le tiers de 1,5 million. Donc 2 millions qui iraient prioritairement à l'investisseur, avec seulement 500 000 euros, soit malheureusement ici la portion congrue, qui resterait au fondateur. Cas de figure alternatif, imaginons ici que vous avez un arrangement qui, lui, par contre, est vraiment optimal. Vous avez une société qui fonctionne très, très bien, et qui vaut, donc vous avez une évaluation préalable qui était de 1,5 million, mais vous avez une personne très intéressée, et mettons, vous avez un acquéreur qui est intéressé de racheter pour 30 millions d'euros, ce qui est vraiment énorme. Donc la prime, cette fois-ci, est de 28 500 000 euros. Pareillement, une répartition pari passu classique prévoirait que chaque personne recevrait 10 millions. Ici, j'imagine un cas de figure alternatif, c'est-à-dire que nous avons un droit de sortie préférentiel qui est octroyé à l'investisseur. Normalement, le droit de sortie préférentiel est toujours naturellement optionnel, c'est-à-dire que l'investisseur a le droit de l'utiliser s'il le souhaite, mais il n'est pas obligé. Donc ici, pour la présentation, j'imagine que cet investisseur n'aurait pas été prudent et aurait signé un droit de sortie préférentiel qui en fait est obligatoire. C'est-à-dire qu'il reçoit son multiplicateur de x3 sur son investissement initial, mais rien de plus. Donc, dans ce cas-ci, si jamais vous avez un arrangement particulièrement optimal et que votre investisseur n'a pas été prudent, alors lui recevrait 500 000 euros x3, 1,5 million, sans double dip, donc il n'a pas droit au tiers de la somme restante, et donc vous avez 14 millions qui retournent au fondateur, et l'investisseur n'a droit qu'à 1,5 million. Naturellement, vous avez compris le concept. Si jamais il avait droit à ce double dip, alors il aurait droit à 1,5 million plus le tiers de la somme restante, ce qui est beaucoup plus avantageux pour lui. Alors, j'ai un petit mot ici au sujet de la dilution. C'est un concept très simple, c'est très straightforward. Ça signifie juste naturellement que plus vous avez des gens qui participent au capital de votre société, moins vous aurez de droits dans la société puisque votre capital diminue. On part d'une situation de base où les fondateurs ont 50%, ça peut être réduit de 33%, 25% ou encore moins, dépendamment de l'investissement des nouveaux investisseurs. Pour pallier à ça, les investisseurs,
qui, eux, ne veulent pas voir leur pourcentage diminuer, vont, par exemple, pouvoir exiger de recevoir des droits de souscription préférentiels. C'est-à-dire, votre société fonctionne, vous avez besoin d'un nouveau round d'investissement et vous allez en priorité octroyer aux investisseurs existants la possibilité de souscrire de nouvelles actions. Et ça passe par l'octroi de warrants. Le cas de figure inverse, c'est si votre société fonctionne un petit peu moins bien et vous avez besoin d'un nouveau tour d'investissement également. Alors, les investisseurs existants ont la possibilité de se prémunir contre la dilution de leur valeur à travers un mécanisme qui est un petit peu plus compliqué, que je ne vais pas expliquer en détail, qui s'appelle le ratchet. Donc voilà, comme je l'ai dit, droit de souscription préférentiel. Vous avez votre startup ici qui souhaite émettre de nouvelles actions. Eh bien, ces nouvelles actions vont d'abord être obligatoirement proposées au prorata aux actionnaires existants. Dans ce cas-ci, si par exemple vous avez des classes d'actionnaires A, B, C, eh bien c'est eux qui en priorité auront la possibilité de souscrire à ces nouvelles actions avant tout investisseur externe. Naturellement, encore une fois, ce n'est pas coûteux pour vous, mais eux, ça protège leurs propres droits dans la société. Alors le ratchet, c'est la situation voisine, c'est-à-dire que vous avez également besoin d'un nouveau round d'investissement, mais malheureusement, votre société ne se porte pas aussi bien qu'elle pourrait, elle fonctionne, mais pas de façon optimale, et donc vous devez faire un nouveau tour d'investissement. Malheureusement, les actions que vous allez vendre offrir à la souscription seront moins chères que celles qui ont été offertes au tour précédent, ce qui signifie que votre premier investisseur a, entre guillemets, payé trop cher. Et donc, vous pouvez avoir un mécanisme qui s'appelle le ratchet, qui permet en fait à l'investisseur de récupérer des actions au même prix que celles qu'il les a payées initialement pour compenser l'effet de la dilution. Donc en fait, ces droits dans la société vont augmenter proportionnellement pour rester les mêmes, même si un nouvel investisseur rentre au capital, et il ne perdra aucun droit de vote, et en fait, en pratique, il paiera très très peu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce mécanisme parce qu'il est un petit peu compliqué. Sachez juste qu'il en existe deux. Il existe le mécanisme du full ratchet qui est un petit peu abusif entre guillemets pour les investisseurs parce que très avantageux, qui lui permet d'obtenir des nouvelles actions pratiquement gratuitement. Et le mécanisme voisin, le weighted average ratchet, qui lui permet en fait d'avoir des actions moins chères. Il doit quand même les payer, donc il participe à la levée de fonds, mais pour un montant moindre. Typiquement, ce sera la situation dans laquelle, si jamais vous avez peur que le cas de figure se présente et qu'un investisseur exige d'avoir de tels droits, alors vous pouvez en fait en parler à quelqu'un. Typiquement, ça c'est la situation dans laquelle il est utile d'en parler à un praticien qui vous expliquera exactement ce que vous risquez. Enfin, la présentation touche globalement à sa fin, mais je voudrais quand même avoir un mot sur un mécanisme qui est bien connu, qui s'appelle la corporate governance. Votre investisseur, naturellement, au moment où il vous octroie des fonds, pourra exiger d'avoir un droit de regard, voire un droit de contrôle sur la gestion de votre société. Donc en pratique, ça signifie qu'il pourra exiger d'avoir des gens qui le représentent au conseil d'administration. Ça, c'est votre situation initiale. Vous êtes là avec votre co-investisseur dans l'Assemblée générale des actionnaires et vous êtes également représenté au conseil d'administration. Plus des nouveaux actionnaires vont apparaître dans le capital de la société, plus ils vont pouvoir exiger que des administrateurs les représentent. Par exemple, dans l'éventualité où vous avez un investissement de série, vous allez avoir 4 actionnaires, et bien pareillement, vous allez avoir 4 administrateurs. Les droits de chacun de ces administrateurs ainsi que de ces actionnaires vont être détaillés dans le pacte d'actionnaires. Et là, c'est un mécanisme auquel il faut prêter attention. Parce que, naturellement, vous avez toute une série de décisions qui sont très importantes en droit des sociétés, comme les augmentations de capital, comme la désignation des administrateurs, qui, en droit commun, appartiennent à l'actionnaire majoritaire. Autrement dit, si vous détenez 50% des actions plus une, vous avez un droit de contrôle quasi total sur votre société. Or, par la négociation d'un pacte d'actionnaires, votre investisseur a la possibilité de s'octroyer des droits qu'il n'aurait pas dans la stricte application du droit des sociétés. Et par exemple, ça peut être une clause qui prévoirait que certains types de décisions, par exemple des décisions qui ont trait au financement ou des décisions qui ont trait à l'acquisition ou à la vente d'actifs importants de la société, ne pourront pas être réalisées sans l'accord ou bien de l'actionnaire directement par le biais du conseil d'administration, du conseil de l'Assemblée générale des actionnaires, ou bien par le biais de son administrateur délégué qui le représente au sein du conseil d'administration.
Ça, ce sont en général des mécanismes qui sont détaillés en détail dans les pactes d'actionnaires et qui sont importants de regarder parce qu'ils peuvent, en fait, dépendamment de comment ils sont formulés, handicaper la gestion de la société, voire la rendre en fait très lourde pour les fondateurs. Parce que ça signifie en fait que votre actionnaire, comme je l'ai dit, aura un droit de regard extra-légal, donc qui va au-delà de ce que le droit commun prévoit. C'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, des matières réservées. C'est-à-dire que vous avez en général dans un pacte d'actionnaires tout un chapitre qui s'appelle matières réservées et qui dira, comme je viens de le dire, que toute une série de matières ne pourront pas être décidées par la société sans un droit de regard préalable de l'actionnaire ou de son administrateur. Et enfin, vous avez diverses clauses protectrices qui peuvent être diverses et variées, et dont je retiens ici certains exemples. Vous pouvez par exemple avoir un engagement temporel des fondateurs qui doivent rester dans la société pendant un certain temps. C'est normal, c'est eux qui maîtrisent le concept. En fait, la valeur est chez eux et pas chez les investisseurs, donc ils doivent rester. Pareillement, si jamais vous avez du personnel clé, l'investisseur peut exiger qu'il y ait une clause de non-concurrence qui peut être même sur vous en tant qu'investisseur, qui dans ce cas-là vous empêchera d'exercer un business similaire pour le compte d'une autre société, avec, dans ce cas-là, souvent une clause pénale. C'est-à-dire que si jamais votre investisseur vous propose une clause de non-concurrence, vous avez l'obligation, ou plutôt l'interdiction, d'exercer une activité similaire pour le compte de quelqu'un d'autre. Et si jamais vous le faites, alors vous pouvez être redevable de sommes relativement importantes. Ensuite, la disponibilité des droits intellectuels, c'est important. Si votre concept est un concept qui est protégé par un copyright ou par un brevet ou par une marque, alors vous avez l'obligation de transférer cette marque à la cible, à la startup. Et non pas, elle ne peut pas rester au sein des fondateurs. Pourquoi? C'est très simple. Si jamais les choses se passent mal et que la société doit être mise en liquidation, alors vous avez la seule valeur restante dans la société serait le cas échéant, le droit intellectuel. Et enfin, la présentation et garantie classique. Là, ce sont des garanties sur la société, sur ses créances. C'est très standard, mais ça peut être, le cas échéant, on peut parler de clauses qui peuvent être longues. J'ajoute ici un dernier petit slide sur un concept qui peut être intéressant pour vous à négocier, bien qu'il n'est pas du tout intéressant pour les investisseurs. C'est ce qui s'appelle le pay-to-play. C'est-à-dire en fait que l'investisseur a l'obligation, s'il veut conserver ses droits, de continuer à investir dans votre startup. Et s'il ne le fait pas, si par exemple il manque à, entre guillemets, son obligation de participer à un tour d'investissement supplémentaire, eh bien alors il perd les droits privilégiés, préférentiels qu'il avait auparavant négociés dans son pacte d'actionnaires. Alors c'est intéressant pour vous, sans surprise, c'est difficile à obtenir parce que c'est extrêmement en faveur des fondateurs et pas du tout en faveur des investisseurs, mais ça existe. Voilà, pour conclure, on attire naturellement votre attention sur les éléments suivants. La première chose, entendez-vous bien avec vos cofondateurs, parce que c'est la pierre angulaire du management de votre société. Vous devez présenter un front uni. Alors, toujours garder à l'esprit que les term sheets sont négociés davantage en faveur des investisseurs et non pas des fondateurs. Ce qui, d'ailleurs, grâce à tous les mécanismes que je viens de décrire, implique que le nombre de parts que vous avez n'égale pas nécessairement le nombre de droits. Faites attention aux accords que vous signez. Quand vous signez une term sheet, si jamais vous avez quelque chose qui est inclus noir sur blanc dedans, c'est extrêmement difficile de faire demi-tour. Choisissez vos batailles. Donc, il peut être intéressant de marquer davantage son attention sur un point de négociation et d'en oublier un autre. Et enfin, le plus important, le diable est dans les détails. Vous ne savez jamais très bien ce que vous signez sans que vous en ayez parlé avant. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous conseille toujours d'en parler à un conseil juridique avisé. Voilà, cela conclut ma présentation. Donc, nous sommes disponibles si jamais vous avez des questions, puisque je pense que nous pouvons entamer le processus de questions-réponses. Tout à fait. Merci beaucoup, Adrien, pour cette présentation extrêmement qualitative. Alors, moi, j'en retiens évidemment l'importance de ne pas sous-estimer la formalisation d'une opération de financement pour au mieux la sécuriser et protéger les intérêts de chacun. Tu as parlé d'évitement de droits de blocage, d'éviter des dilutions, de protéger sa propriété intellectuelle et encore bien d'autres points. On a déjà deux questions. La première vient de Barbara. Et est la suivante. Qu'est-ce qui, d'après ton expérience, pousse les fondateurs à accepter des clauses piégeuses, pour reprendre les termes que tu as utilisés?
Tu dois juste réactiver ton micro, Adrien. On perd toujours l'habitude. Oui, eh bien, naturellement, c'est-à-dire que souvent, malheureusement, dans ce genre de cas, les investisseurs. Donc, c'est déjà exceptionnel qu'un investisseur puisse, le cas échéant, proposer des sommes relativement importantes à l'appui d'un projet. Et donc, en fait, ce qui force les fondateurs à accepter, c'est simplement le besoin. C'est-à-dire que naturellement, ils doivent obtenir ce financement pour continuer leur société. Ils sont en confiance. Et en général, souvent, la plupart des clauses que nous voyons ici sont des clauses qui sont market practice. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans la plupart des term sheets ou dans la plupart des pactes d'actionnaires. Donc malheureusement, en fait, la marge de négociation des fondateurs peut, le cas échéant, être limitée. S'ils ont plus de marge de négociation, alors ils peuvent forcer l'investisseur à revenir sur les clauses qu'ils veulent inclure dans la term sheet. Mais si la marge de négociation est moindre, alors malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Je ne sais pas si ça répond à la question, optimalement. Alors, je pense que ça répond. Je ne sais pas si Barbara souhaite ajouter un élément ou poursuivre sur la question posée. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ok, merci beaucoup déjà pour ces éléments de réponse. Juste, dans ce cas, si ces clauses sont market practice, est-ce qu'il est possible de faire jouer la concurrence avec d'autres fonds à l'échelon national ou carrément européen? Est-ce que ça marche des fois? Il est toujours naturellement, ça dépend aussi de votre concept et de votre agenda. Si jamais vous avez le temps, toujours faire jouer la concurrence, très certainement. Vous pouvez jongler entre différents investisseurs, voir ce qu'ils vous proposent. Et naturellement aussi, ça va aussi dépendre de la qualité de votre investisseur. C'est-à-dire que plus la somme d'argent dont vous avez besoin est élevée, plus votre investisseur va être professionnel et donc plus il va essayer de pousser vers vous des clauses qui sont en sa faveur. Oui, ok. Dans Effectivement. l'exemple extrême opposé, c'est un business angel ne va naturellement pas vous demander des clauses de liquidation préférentielle lourdes. C'est plus des investisseurs professionnels. Ça va Ok. dépendre de vous. Merci. Alors, on a une deuxième question, cette fois-ci d'Olivier, et qui est la suivante. Est-ce que cela fait du sens de prévoir dans les statuts certaines clauses ou droits liés à des classes d'actions, en se doutant bien que l'invest voudra imposer ses propres clauses/pratiques? Alors, vous voulez dire, donc au moment où vous créez votre société, vous pourriez déjà prévoir des classes d'actions, et puis au moment où un investisseur rentre au capital, il va vouloir d'autres droits. C'est ça votre question? Là, je laisse Olivier préciser ce qu'il entend derrière sa question. Oui, il me confirme que oui. Donc, c'est bien cela. Ah oui, c'est-à-dire que vous pouvez toujours naturellement prévoir des classes d'actions, c'est-à-dire dans ce cas-là, qui ou bien sont là en réserve, ou bien tracent l'investissement de chaque fondateur. Si par exemple, vous avez plus que 2 fondateurs, vous en avez 3 ou 4, et que certains fondateurs veulent déjà, dès le début, des droits préférentiels, alors vous pouvez inclure, dès la fondation de la société, des classes d'actions. Mais alors, effectivement, comme je le disais au début, gardez à l'esprit qu'un investisseur va vouloir sécuriser son investissement par l'octroi, le cas échéant, d'une nouvelle classe d'actions qui lui est propre, qui va probablement prédominer celle qui existait déjà. Et donc, dans tous les cas, il va falloir modifier le statut. D'accord. Et donc, avoir une classe d'action réservée aux investisseurs, dès le début, n'a pas beaucoup de sens, en fait. Vous pouvez naturellement prévoir dès le début une classe d'action réservée aux investisseurs et même leur dire, voilà, regardez, nous avons déjà cette classe d'action qui existe, qui est là, et le cas échéant, alors ils achèteraient les actions de cette classe que vous C'est détenez ça? plutôt Ouais. que de les souscrire. Mais ça va dépendre de votre investisseur. Si c'est un plus petit investissement et que l'investisseur, entre guillemets, exige moins de garanties, il pourrait être intéressé. Et vous, ça vous épargne des coûts, puisque vous ne devez pas retourner chez le notaire. Mais si l'investisseur est plus professionnel et ou qu'il exige des garanties complémentaires, alors vous serez probablement obligé de retourner chez le notaire et de faire une classe d'action qui répond exactement aux critères et aux exigences de votre investisseur. Parce que l'idée aurait été d'émettre des nouvelles actions de la classe d'action investisseur qui aurait été prévue. Éventuellement, voilà, je ne sais pas si, parce que vous discutiez des clauses, par exemple, les clauses qui se mettent dans les packs d'actionnaires, ça ne se reflète pas toujours dans le statut. Donc, ça se passe en dehors de l'émission en elle-même, en fait. Non, non, tout à fait. En fait, souvent, en fait, les clauses des packs d'actionnaires ne sont pas reflétées dans les statuts parce qu'elles sont confidentielles. Néanmoins, il y en a qui, toujours, idéalement, doivent être reflétées dans les statuts. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être opposables aux tiers. C'est le cas, par exemple, naturellement, des classes d'actions. Vous avez l'obligation de refléter que les classes d'actions existent dans les statuts.
parce que comment dire, le droit des sociétés prévoit que tout ce qui a trait au capital social est inclus dans les statuts. C'est également le droit des tag-along, drag-along, droit de préemption. Et vous ne pouvez pas forcer un tiers à acheter ou à vendre si jamais les clauses ne lui sont pas opposables. Donc ça, c'est un exemple de clause de pacte d'actionnaires qu'on va toujours retrouver dans les statuts. Vous parliez donc ici d'une classe d'action qui préexisterait, mais alors donc elle préexisterait et l'actionnaire pourrait, dans votre cas de figure, souscrire à une classe d'action préexistante. Oui. Mais alors, ou bien la classe d'action existe, mais elle est vide. Elle est vide. Ah oui, ok, d'accord. Donc oui, elle est vide. Oui, mais vous pouvez le faire, bien sûr, mais de toute façon, puisque vous devez souscrire de nouvelles actions, vous devez de toute façon passer chez le notaire. Oui, tout à fait. Mais c'était pour un peu définir les règles du jeu pour tout le monde dès le départ, en fait. Oui, bien sûr, vous pouvez. Mais alors, vous aurez peut-être, ça dépendra de ce que lui exige. Vous pouvez naturellement lui présenter des statuts qui sont déjà en sa faveur. Alors, il sera content parce qu'il a vu que vous prenez ses intérêts à cœur dès le début. Oui. Et si jamais il faut changer quelque chose, il faudra changer. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Que pour chaque type d'investisseur, il y a des classes d'actions différentes, alors, à terme? Ça peut, oui, par exemple, on peut avoir différents types d'investisseurs, on exige différents droits dans différentes classes d'actions, ou si jamais, par exemple, vous avez des investissements de série et que vous avez un investisseur qui exerce son droit de souscription et donc qui resouscrit plusieurs fois, il va naturellement souscrire aux classes d'actions qui existent déjà pour lui. C'est ça, d'accord. Voilà. Ou naturellement, encore une fois, pour les investissements de série, si ça correspond à des produits différents, eh bien, les classes d'actions peuvent traquer les bénéfices liés à chacun de ces produits. Vous voyez? D'accord. C'est ce qu'on appelle alors des actions traçantes. Ok, merci. Alors, troisième question pour toi, Adrien, de la part de Dany. À sa connaissance, il existe 2 catégories d'actions, avec ou sans droit de vote. Toi, tu parles de 3 catégories. Est-ce uniquement pour l'exemple, ou bien est-il possible d'en prévoir 3 ou 4, ou même voire plus? Attends, alors je ne suis pas bien sûr de comprendre la question. Donc oui, il y a des actions avec droit de vote, il y a des actions sans droit de vote. Mais moi, quand je parle de catégorie, en fait, je voulais dire actions de classe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des actions de classe A, des actions de classe B, des actions de classe C. Et c'est-à-dire en fait que légalement, ça reste des actions qui, dans mon cas de figure, sont des actions avec droit de vote. Mais simplement que d'un point de vue du droit des sociétés, les statuts peuvent prévoir des droits différents. Par exemple, qu'il y en a une qui aura un droit de liquidation préférentielle et l'autre pas. Il y en a une qui aura un droit de dividende préférentiel et l'autre pas. Certaines, grâce à la nouvelle réforme du droit des sociétés, certaines donneront droit à plus de droits de vote et d'autres pas. Donc ça, en fait, c'est ça que je veux dire par classe d'actions. Mais des catégories d'actions, des catégories d'actions. Mais donc oui, vous pouvez avoir des actions avec droit de vote et sans droit de vote, mais les statuts peuvent moduler des droits différents en donnant des noms aux actions. Ok. Alors, Dany est très satisfait de la réponse, c'était très clair. Encore une question, mais cette fois-ci pour Olivier, de la part de Ruben. En ce qui concerne la liquidation préférentielle et la protection anti-dilution, quelle est ta perspective en tant qu'investisseur par rapport à ce type de clause? Donc ici, ça va en fait dépendre du type d'investissement, donc si on est en seed, en pré-seed ou en série A ou série B. Donc on va agir de différentes manières. Donc ici, si on prend par exemple la clause anti-dilution, quand on est en pré-seed et seed, c'est généralement assez compliqué. C'est des grandes discussions avec les entrepreneurs par rapport à la valorisation de l'entreprise. Et donc là, si on tombe sur un écart trop important, on va donc souvent mettre en place un système d'anti-dilution pour, au cas, la prochaine augmentation, c'est les plus basses que la valeur estimée. Donc là, on va pouvoir réajuster le pourcentage des actions qu'on détient dans l'entreprise. Donc ça, c'est des pratiques qui sont assez courantes. On utilise aussi l'antidilution pour des tours suivants. Et souvent, ça part du point d'une discussion au niveau de la valorisation de l'entreprise. Au niveau du FLR, donc du First Liquidation Right, c'est généralement tout le temps utilisé dans les tours en seed série A, donc un peu plus tard, parce qu'en fait là on a une différence entre les investisseurs, c'est même pas par rapport vraiment aux entrepreneurs, c'est une différence entre les investisseurs qui sont rentrés en seed, qui ont payé un prix assez bas, par rapport aux investisseurs qui vont rentrer en série A. Et donc là on va essayer de se protéger avec ce type de clause par rapport au fait que à un moment donné ça peut être intéressant de revendre. Un investisseur qui est rentré en seed va avoir un intérêt de revendre ses actions à un prix qui va être plus bas que celui qui rentre plus tard, qui aurait payé plus cher. Et donc là, on met ce genre de clause dans un projet. Comme on dit souvent, c'est qu'en fait, le dernier rentré
est le premier payé. Donc, c'est généralement, donc c'est à ce moment-là qu'on met vraiment des FLR en place. Et alors aussi, ça permet de contrebalancer, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est plus technique, de contrebalancer d'autres clauses comme le drag along, par exemple, donc les obligations de suite, où un FLR va permettre de contrebalancer. Donc, même s'il y a une obligation de sortie à un moment donné, les investisseurs vont permettre de se protéger sur le prix minimum qui va être grâce à la clause de First Liquidation Right. Donc voilà rapidement par rapport à ces deux types de clauses. Super, merci Olivier, très clair apparemment. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions que vous souhaitiez poser à Adrien, Olivier ou moi-même. Eh bien, écoutez, alors je vous propose de clôturer cette session de Midi Charleroi Entreprendre. Je tenais encore en tout cas à remercier Adrien et Olivier pour leur participation active aujourd'hui et les éclaircissements apportés aux différentes personnes qui étaient présentes pour cette occasion. Comme je vous l'ai indiqué en début de session, l'ensemble du Midi Charleroi Entreprendre a été enregistré et sera publié via la plateforme YouTube à travers nos réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, principalement. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée et au plaisir de vous revoir pour le prochain Midi Charleroi Entreprendre. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Adrien, merci Olivier. Au revoir. Au revoir Ruben.